Alors, vous êtes 22. Il manque encore pas mal de monde. Est-ce qu'il n'y en a pas qu'à oublier? Alors, je fais rapidement l'appel. Alix, d'accord. D'accord, très bien. Alors, Ryan, je t'ai vu. Nina aussi. Pauline. Pas là, Pauline? Non. Ensuite, Rudy. D'accord, ok. Rudy n'est pas là. Ensuite, Bichente vient d'arriver. Jonas. Pas là, Jonas. Ensuite, Jamy. Pas là non plus. Ah, si, là, Jamy. Oui, ok. Ensuite, Eden. Ah, donc Alix a des problèmes. Solal. Jonas arrive, ok. Solal, pas là. Vincent. Il n'est pas là non plus. Si. Vincent, pour moi, tu es connecté, mais est-ce que tu m'entends? Oui, tu es là, ok. Maximilien. Chahine. Raphaël. Il n'est pas là, Raphaël? Si, il est là. Raphaël. Pas de problème, Pauline. Non, Raphaël ne répond pas. Ensuite, Dichan. Ensuite, Luc. Luc, il est aussi connecté. Oui. Louise. Elle n'est pas là, Louise, pourtant elle est connectée. Ah, Raphaël, mon chat ne s'activait pas, d'accord. Peut-être que Louise a le même problème, Adrien. D'accord, ok, merci Alan. Adrien n'est pas là, a priori. Martin. Théo. Élise. Pas là, Élise. Alan, donc tu es là. Rémi, je t'ai vu. Constance. Pas là, Constance. Sophie, je t'ai vu. Mélanie. Mélanie n'est pas là. Ensuite, Gabriel. N'est pas là non plus. Ensuite, Camille Saloun. Oui.
Thomas. Thomas, il n'est pas là. On en est où là? Alexandre. Pas là non plus. Camille Urban est là. Caroline est là. Mathias. Oui. Et Jeanne. Ok. Bon, donc si jamais les autres, là, ceux qui sont absents, envoyez-leur un SMS ou un Snapchat ou je ne sais quoi pour qu'ils viennent s'ils peuvent, parce qu'il y en a qui ont l'air d'avoir oublié. Alors, on va y aller. On va commencer par la correction des exercices. Et puis après, on terminera le cours sur les nombres premiers. Alors, donc les exercices. Premier exercice, c'était le 28, page 27, où il s'agissait de décomposer en produits de nombres premiers. Alors, on peut évidemment utiliser l'algorithme qu'on a vu en cours. On peut aussi, dans ces exemples, aller un peu plus vite. Donc, par exemple, 45, on peut dire que tout de suite que c'est 9 fois 5. Et 9, c'est 3 au carré. Donc, on obtient directement 3 au carré fois 5, qui est la décomposition produit de nombres premiers. Adrien a des problèmes, d'accord. Très bien, Martin, merci. Ensuite, 1400, même chose. On peut voir tout de suite que 1400, c'est 14 fois 100. 14, c'est 2 fois 7. 100, c'est 10 au carré. Donc, c'est 2 fois 5 au carré. Et donc, si on rassemble les nombres premiers, ça nous fait du 2 au cube, 5 au carré fois 7. Et on a la décomposition en produit de nombres premiers. Et pour 735, on peut voir que c'est divisible par 5, ou par 7 d'ailleurs aussi. Parce qu'ici, on a 700 plus 35. Donc, 700 plus 35, ça fait 7 fois 100 plus 7 fois 5. Donc, ça fait 7 fois 105. Et 105, c'est facile à diviser par 5 parce que c'est 100 plus 5. Donc, c'est 5 fois 20 plus 5 fois 1. Donc, c'est 5 fois 21. Et 21, c'est 3 fois 7. Au final, ça va faire 3 fois 5 fois 7 au carré. Voilà, donc là, c'était des petits exemples pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser forcément l'algorithme du cours où on essaye successivement tous les nombres premiers. On peut faire ça, évidemment, ça marche à tous les coups, mais on peut parfois aussi aller plus vite en voyant des décompositions plus, disons, plus élémentaires qui ne donnent pas forcément tout de suite les nombres premiers, mais qui permettent de réduire les nombres et d'arriver finalement au produit en facteur premier. Alors ensuite, il y avait le 30 où on se servait des décompositions pour simplifier des fractions. Donc 76 sur 24, pas de problème, Constance. 76 sur 24, donc on décompose 76, c'est 2 au carré fois 19. 24, c'est 2 au cube fois 3. On simplifie ce qui est simplifiable. Donc ici, on a 2 au carré et 2 au cube qui peuvent simplifier. Il reste 19 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 19 sixièmes. Et là, on est sûr d'avoir la forme irréductible. Pourquoi est-ce qu'on est sûr d'avoir la forme irréductible? Parce que ces deux nombres, au numérateur et au dénominateur, n'ont plus de diviseur premier en commun. Donc, leur PGCD, c'est forcément 1. Parce que si leur PGCD n'était pas 1, ça veut dire que le PGCD vaudrait au moins 2. Et d'après la propriété fondamentale du cours, tout entier qui est au moins égal à 2 admet un diviseur premier. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait un diviseur premier qui diviserait à la fois le numérateur et le dénominateur. Or, puisqu'on a supprimé tous les nombres premiers en commun, c'est pas possible. Donc, on arrive forcément à la forme irréductible ici. Et 13 650 sur 1785, on décompose en produit de facteur premier, ça fait 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7 fois 13, sur 3 fois 5 fois 7 fois 17. Donc on voit qu'on peut simplifier 3, on peut simplifier un 5, on peut simplifier 7. Donc il va rester 2 fois 5 fois 13 sur 17, c'est-à-dire 130 sur 17. Et ça nous donne la forme irréductible. Ensuite, le 32, où on demandait quel est le nombre de diviseurs positifs. Donc ça, je ne l'avais pas mis dans le cours la semaine dernière, et puis finalement, je me suis dit que ça serait bien que je le mette, donc on va le faire aujourd'hui ensemble, de manière générale, mais ça ne vous empêchez pas de faire sur ces petits exemples la détermination qu'on vous demandait, et ça nous permettra de mieux comprendre ce qu'on va faire dans le cours après. Donc, on part du nombre A qui est 3 au carré fois 5 puissance 7. Donc, d'après le cours, on sait qu'un nombre va diviser A, un entier va diviser A, si et seulement si, pour tout nombre premier, la valuation p-adique du nombre qu'on cherche est plus petite que la valuation p-adique de A. Donc, ça veut dire en particulier que dans ce nombre, il n'y a pas d'autre diviseur premier que 3 et 5.
et que la puissance de 3 et la puissance de 5 doivent être plus petites que la valuation p-adique 3-adique de A et la valuation 5-adique de A. Donc ça veut dire qu'un diviseur positif de A, il s'écrit forcément sous cette forme, 3 puissance alpha fois 5 puissance bêta, avec alpha qui est inférieur ou égal à 2, donc qui vaut soit 0, soit 1, soit 2, et bêta qui est inférieur à 7, donc qui vaut 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 7. Donc ça veut dire que tout nombre de cette forme-là est un diviseur, et ce sont les seuls. Donc ça nous fait combien de possibilités? Eh bien ici, pour alpha, vous avez 3 possibilités. D'accord, Solal. Et pour bêta, vous avez 8 possibilités. Donc en tout, ça vous fait 3 fois 8, donc ça vous fait 24 possibilités, donc 24 diviseurs positifs possibles. 3 choix pour alpha, 8 choix pour bêta, les choix se multiplient, donc ça fait 24 possibilités. Et même principe pour B, tout diviseur de B s'écrit forcément sous la forme 2 puissance alpha, 11 puissance bêta, avec alpha qui vaut soit 0, soit 1, et bêta qui vaut 0, 1, 2 ou 3. Donc ça nous fait 2 possibilités pour alpha, 4 pour bêta, donc en tout 8 possibilités. Donc il a 8 diviseurs positifs. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 3 exercices? Ok, donc ensuite on passe au REPUNIT, qui était le sujet page 39, l'exercice 161. Donc on s'est intéressé à ce qu'on appelle les REPUNIT, c'est-à-dire les nombres qui sont composés de répétitions de 1. Donc 11, 111, 1111, etc. Donc les nombres qui sont composés uniquement du chiffre 1 dans l'écriture décimale. Alors première question, on nous demandait citer 2 nombres premiers qui n'apparaissent jamais dans la décomposition produit de facteur premier d'un REPUNIT. Bon, ça c'était pas difficile, puisqu'un REPUNIT ça se termine par 1, donc ça n'est ni divisible par 2 ni par 5, puisqu'un nombre divisible par 2 se termine par un nombre pair, et un nombre divisible par 5 se termine par 0 ou par 5. Donc un REPUNIT n'est divisible ni par 2 ni par 5. Ensuite, on nous demandait de décomposer en produit de facteur premier N3, N4, N5. Donc N3 c'est 111, il est divisible par 3, puisque la somme des chiffres ça fait 3, et c'est 3 fois 37, et on vérifie que 37 est premier. Ensuite, 1111, c'est 11 fois 101, et 101 est premier. Et N5, c'est 41 fois 271, et ils sont tous les deux premiers. Donc voilà les décompositions de produits de facteur premier. Alors la question 3, on cherchait à savoir si un REPUNIT pouvait être le carré d'un entier. Alors pour ça, on nous disait, première question, soit n un entier qui, tel que n carré est un REPUNIT, montrer que n est forcément congru à 1 ou à 9 modulo 10. Et pour ça, on nous disait qu'on pouvait faire un raisonnement modulo 10. Donc le mieux, c'est de faire un tableau de reste. Donc un reste modulo 10, si un entier n, il a un reste entre 0 et 9, et n carré modulo 10, si n est congru à 0, n carré aussi, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4 au carré ça fait 16, modulo 10 ça fait 6, 5 au carré ça fait 25, modulo 10 ça fait 5, 6 au carré 36, modulo 10 ça fait 6, 7 au carré 49, modulo 10, 9, 8 au carré 64, modulo 10 ça fait 4, et 9 au carré ça fait 81, donc modulo 10 ça fait 1. Alors maintenant, ça c'est vrai pour n'importe quel entier. Maintenant, si on suppose que notre entier n est tel que n carré est un REPUNIT, eh bien ça veut dire que n carré se termine par 1. Donc ça laisse que 2 possibilités, soit on est ici, soit on est là. Puisque le chiffre des unités doit être 1, ça veut dire qu'on est forcément dans un des 2 cas que j'ai entouré en bleu, et donc n est nécessairement soit congru à 1 modulo 10, soit congru à 9 modulo 10. Donc voilà les 2 possibilités, soit donc n carré est congru à 1 modulo 10, donc d'après le tableau, n est congru à 1 ou à 9 modulo 10. En déduire que n carré est congru à 1 modulo 20, donc là, on sait que n est congru à 1 modulo 10, donc ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme 1 plus 10 fois m, où m est un entier. Donc si je le mets au carré, ça fait 1 plus 10m au carré. Donc par identité remarquable, ça fait 1 plus le double produit qui fait 20m, plus le carré de 10 fois m qui fait 100 fois m carré. Et on voit que ici, dans 20m plus 100m carré, on peut mettre 20 en facteur. Ça fait 1 plus 20 facteur de m plus 5m carré. Et ça, là, ce qui est dans la parenthèse est un entier. Donc ça, c'est congru à 1 modulo 20. Et même chose
pour 9. Si c'est 9, ça veut dire que ça s'écrit 9 plus 10m. Et on fait le même raisonnement. n carré, dans ce cas-là, va être égal à 9 plus 10m au carré. Donc, ça va faire 81 plus 180m plus 100m carré. Dans 180, vous pouvez factoriser par 20. Ça fait 20 fois 9. Ici, ça fait 20 fois 5. Et dans 81, on peut mettre 1 de côté et il reste 80, c'est-à-dire 4 fois 20. Donc finalement, ça, je peux l'écrire 1 plus 20 facteurs de 4 plus 9m plus 5m carré. Et ce qui est là est un entier. Donc c'est congru à 1 modulo 20. Donc dans tous les cas, n carré est congru à 1 modulo 20. Alors une petite remarque, une petite astuce. On pouvait en fait se dispenser de faire le deuxième cas, le cas n congru à 9 modulo 10, en remarquant que modulo 10, 9, c'est la même chose que moins 1. Puisque 9 moins 1, ça fait 9 plus 1, ça fait 10, qui est divisible par 10. Donc 9 et moins 1, ils sont tous les deux congrus modulo 10. Donc plutôt que d'utiliser 9, j'aurais pu utiliser moins 1. Et dans ce cas-là, le carré de n, il est congru à moins 1 au carré, c'est-à-dire à 1. Et donc je suis ramené au cas précédent, puisque j'ai de nouveau un n carré qui est congru à 1 modulo 10. Alors, ensuite, par hypothèse, il existe un entier K. Ah oui, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait obtenir une absurdité, une contradiction. Donc, on sait qu'il existe un entier K tel que n carré est égal à n indice K, avec K qui vaut au moins 2. Dans notre hypothèse, on a toujours supposé que les répunites, ils avaient au moins 2 chiffres. Donc, ça veut dire que nk, il s'écrit, donc, c'est K fois le nombre 1 qui est répété. Et donc ça, vous pouvez mettre 11 de côté. Et puis, il vous reste un nombre qui est composé de k-2 fois 1, et puis 2 zéros à la fin. C'est-à-dire que j'ai 1, 1, 1, 1, 1, 1, je prends les deux 1 de la fin, je les mets de côté, ça fait 11, et donc il reste 0, plus les chiffres qui sont avant. Bon, sachant que si k vaut 2, si k vaut 2, ça disparaît, hein, ça donne 0, et il y a écrit 0 plus 11, mais bon, c'est aussi valable. Si c'est n égale 3, ça fait 100 plus 11. Si c'est n égale 4, ça fait 1100 plus 11, etc. Et donc ça, vous pouvez l'écrire 11, qui est là tout seul, plus 100 fois le nombre qu'il y a ici. Sachant que si jamais k vaut 0, ce nombre-là, il est nul. Donc ça fait 100 fois 0 qui vaut 0. Donc c'est bon. Mais 100, c'est 20 fois 5. Donc là, vous gardez 20 et vous mettez 5 ici. Donc ça vous fait 20 fois 5, 5, 5, répétez k moins 2 fois. Et ça, modulo 20, ça c'est nul. Donc il vous reste 11. Ça fait 11 modulo 20. Et voilà notre contradiction, parce que 11 est compris entre 0 et 20 strictement. Donc ça veut dire que c'est le reste de nk modulo 20. Mais on a montré juste avant que n carré modulo 20 est congru à 1. Donc n ne peut pas être égal à n carré, nk pardon, ne peut pas être égal à n carré, parce qu'il devrait avoir le même reste modulo 20. Alors là, le reste c'est 11, et là, le reste c'est 1. Contradiction, donc ça veut dire que un indice k n'est pas le carré d'un entier. Donc, un rep unit avec k plus grand que 2 ne peut jamais être le carré d'un entier. Des questions? Pas de questions? Pas de problème, Adrien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe au cours. Donc, j'ai rajouté une propriété dans le poly que je n'avais pas mis au départ. Donc, je ne sais plus si j'ai mis le poly à jour sur le site, je ne suis pas sûr, mais je le ferai aujourd'hui si ce n'est pas fait. Et donc, j'ai rajouté une propriété 30 qui n'y était pas et qui va généraliser donc ce qu'on a fait dans l'exercice 32 tout à l'heure. Donc, cette propriété qui nous dit soit n un entier supérieur ou égal à 2. Si la décomposition de n en produit de facteurs premiers, c'est P1 alpha 1, P2 alpha 2, etc. Oui, Jonas, tu veux la parole ou c'est une erreur? Erreur, ok. Donc, si j'ai un entier qui s'écrit P1 alpha 1, P2 alpha 2, Pk alpha k, alors le nombre des diviseurs positifs de n s'obtient en faisant alpha 1 plus 1 multiplié par alpha 2 plus 2, etc., multiplié par alpha k plus k. Et on a un symbole pour le produit comme on a un symbole pour la somme. Pour la somme, c'est le sigma, la lettre grecque sigma.
Pour les produits, c'est le pi majuscule, donc encore une lettre grecque, le pi majuscule. Et donc ça veut dire le produit pour i variant de 1 à k des alpha i plus 1, donc c'est exactement la somme qui est ici, mais écrite sans les 3 petits points, là, avec ce symbole pi. C'est exactement la même chose que les sigma, mais pour les produits. Alors, la démonstration, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice 32. On dit, d'après la propriété 27 du cours, un entier d au moins égal à 1 divise n si et seulement si, pour tout nombre premier p, la valuation p-adique de d est inférieure ou égale à la valuation p-adique de n. Donc, autrement dit, quand j'écris d en produit de facteur premier, la puissance d'un nombre premier p dans cette décomposition ne doit pas dépasser celle de p dans la décomposition de n. Donc ça impose que si n s'écrit sous cette forme-là, P1 alpha 1, P2 alpha 2, Pk alpha k, un diviseur va forcément s'écrire P1 puissance bêta 1, P2 puissance bêta 2, etc., Pk puissance bêta k, avec les bêta i qui sont tous compris entre, je me suis trompé ici, c'est pas entre, si, c'est ça, compris entre 0 et alpha i, voilà. Donc, pour tout i entre 1 et k, donc pour tout nombre premier qui apparaît ici, la puissance bêta i, au minimum vaut 0 et au maximum vaut alpha i, puis elle peut prendre n'importe quelle valeur entre ces deux nombres-là. Et donc là, il ne faut pas le savoir, évidemment, c'est que de 0 à alpha i, ça nous fait alpha i plus un choix. Si on va de 0 à 10, il y a 11 nombres, 11 possibilités. Donc pour chaque puissance, j'ai alpha i plus un choix possible. Donc en tout, j'ai alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 2, alpha k plus... c'est plus 1 ici, c'est pas plus 2, pardon. Donc là, ici, il faudra corriger, mettre un 1. C'est alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1, alpha 3 plus 1, jusqu'à alpha k plus 1, diviseur positif. Alors, exemple, déterminer le nombre de diviseurs positifs de 1911, puis trouver tous ces diviseurs. Alors, trouver le nombre, c'est pas trop difficile, il suffit de décomposer un produit de facteur premier. Donc, on écrit 3 fois 7 au carré fois 11. Et donc, ici, on a une puissance qui vaut 1. Donc, ça va faire 1 plus 1. Ici, une puissance qui vaut 2, donc 2 plus 1. Et ici, une puissance qui vaut 1, donc 1 plus 1. Donc, ça fait 2 fois 3 fois 2. Donc, ça fait 12 diviseurs positifs. Alors maintenant, comment les trouver? Donc, évidemment, vous pouvez tâtonner. Vous pouvez essayer comme on a fait un petit peu au début de l'année. Et puis, une fois que vous en avez 12, ben, vous savez que vous les avez tous. Donc, vous avez terminé. Sinon, on peut le faire de façon systématique à l'aide d'un arbre. Donc, on va faire un arbre, un peu comme un arbre de probabilité. Ici, ça n'a rien à voir, c'est juste le format qui est identique. Et on va mettre, en fait, c'est un arbre de dénombrement. Et sur cet arbre de dénombrement, on met toutes les possibilités. Donc, comme la puissance de 3 dans 1911, c'est 3 puissance 1, un diviseur, il a pour puissance de 3 soit 0, soit 1. Donc, j'ai deux possibilités, 3 puissance 0, 3 puissance 1. Ensuite, pour 7, j'ai 3 possibilités, 7 puissance 0, 7 puissance 1, 7 puissance 2. Et pareil ici. Et ensuite, pareil pour 13, j'ai deux possibilités, 13 puissance 0, 13 puissance 1. Et donc ça vous fait les 12 possibilités. Et vous obtenez à chaque fois la décomposition en produit de facteur premier avec éventuellement des puissances 0. Et après, vous n'avez plus qu'à faire les calculs. Et vous avez ici la liste de tous les diviseurs positifs de 1911. Et donc voilà, cette liste ici. Donc ça, c'est systématique. Hein. Il n'y a pas de hasard. On n'oublie rien. On est sûr de tous les avoir à partir de la décomposition produit de facteur premier. Des questions? Pas de questions? Très bien. Alors, il nous reste le dernier point, le petit théorème de Fermat. Alors, le petit théorème de Fermat, c'est l'énoncé suivant, soit A un nombre entier et P un nombre premier. Alors, si P ne divise pas A, ce qui revient à dire, puisque P premier, si P est premier avec A, hein, pour un nombre premier, on sait que c'est pareil, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Alors, on va prouver ce petit théorème de Fermat. La démonstration, elle n'est pas évidente, elle est un peu longue, donc il va falloir vous accrocher un peu. Il y a plusieurs étapes successives. Alors, tout est basé sur l'utilisation des restes. Donc, pour tout k entre 0 et p-1, je vais appeler rk le reste de k fois a modulo p. Donc, ça veut dire que R0, c'est le reste de 0 modulo p, donc ça vaut 0. R1, c'est le reste de a modulo p. R2, c'est le reste de 2a modulo p.
R3, c'est le reste de 3 fois A modulo P, et ainsi de suite. Donc RK, c'est le reste de K fois A modulo P. Alors, la base du théorème de Fermat, c'est d'évaluer de deux façons différentes le produit de ces restes modulo P. Alors, la première remarque qu'on va faire, c'est que on va montrer que si je prends deux entiers K et J qui sont différents, alors les restes associés, c'est-à-dire RK et RJ, sont aussi différents. Donc, pour deux valeurs différentes de K, j'ai deux restes RK qui sont différents. Alors, pourquoi? Pour cela, je considère deux entiers K et J, et je suppose que RK égale RJ. Et dans ce cas-là, je vais montrer que forcément K est égal à J. Alors pour ça, je dis, puisque RK égale RJ, on avait vu un théorème que deux nombres ont le même reste dans la division par P si et seulement si ils sont congrus modulo P. Donc ça veut dire que le nombre Ka est congru au nombre JA modulo P. Puisqu'ils ont le même reste, ça veut dire qu'ils sont congrus modulo P. Et par définition, ça signifie que P divise Ka moins JA. Ce que je peux aussi écrire K moins J le tout fois A. Donc P divise ce produit, KJ moins A. Or, P est un nombre premier, donc je sais que d'après le lemme d'Euclide que s'il divise un produit, ça veut dire qu'il divise un des facteurs du produit. Donc soit il divise K moins J, soit il divise A. Mais j'ai dans mon hypothèse que P ne divise pas A. Donc si P ne divise pas A, forcément il divise K moins J. Mais d'une part, première étoile, c'est-à-dire que là je désigne une première inégalité. N'oublions pas que K est compris entre 0 et P-1. Et d'autre part, J est aussi compris entre 0 et P-1. Donc, deuxième inégalité, moins J, son opposé, est compris entre moins P-1 et 0. Donc maintenant, j'ai deux inégalités. L'inégalité étoile qui me dit que K est compris entre 0 et P-1, et l'inégalité 2 étoiles qui me dit que moins J est compris entre moins P-1 et 0. Je vais ajouter membre à membre ces deux inégalités, l'inégalité étoile et l'inégalité 2 étoiles. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que K moins J, donc je fais K plus moins J, donc ça fait K moins J, est compris entre 0 plus moins P-1, ce qui fait donc moins P-1, et de l'autre côté, P-1 plus 0, ça fait donc P-1. Donc K moins J est compris entre P-1 au maximum et moins P-1 au minimum. Mais on sait par ailleurs que P divise K moins J. Donc ça veut dire que K moins J, c'est un multiple de P. Et c'est un multiple de P qui est compris entre P-1 et moins P-1. Bon, mais ça laisse pas beaucoup de choix, hein. Le seul nombre multiple de P qui est strictement plus petit que P en valeur absolue, c'est 0. Hein. Les multiples de P, c'est 0, P, 2P, 3P, 4P, et puis moins P, moins 2P, moins 5P, moins 3P, moins 4P, etc. Donc, entre moins P et plus P, strictement, le seul multiple de P, c'est 0. Donc, ça veut dire que K moins J est nul, et donc que K égale J. Donc, c'est bien ce que j'avais annoncé. Si deux restes RK et RJ sont égaux, ça veut dire que les indices K et J sont eux-mêmes égaux. Et donc, si les indices sont différents, si K diffère de J, RK diffère de RJ. Alors, je remarque de plus que R0, ça vaut 0, puisque R0, ça veut dire que je considère le nombre 0 fois A. 0 fois A, ça fait 0, et donc son reste modulo n'importe quoi, c'est 0. Donc le reste R0 est nul. Donc ça veut dire que les nombres R1, R2, etc. jusqu'à Rp-1, ce sont P-1 entiers, qui sont tous différents, et qui sont tous compris entre 1 et P-1. Hein, puisque par définition, ce sont des restes. Donc ils sont plus petits que P-1, ils sont positifs ou nuls, mais ils ne sont pas nuls parce que le seul reste nul, c'est R0. Hein, puisqu'ils sont tous différents, s'il y en a un qui est nul, ça veut dire que tous les autres ne sont pas nuls. Donc R1, R2, Rp-1 ne sont pas nuls, donc ils sont tous compris entre 1 et P-1. Donc ici, j'ai P-1 nombres qui sont tous différents et qui sont tous compris entre 1 et P-1. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces nombres, l'ensemble R1, R2, etc., Rp-1, c'est l'ensemble 1, 2, P-1. Attention, je ne dis pas que R1 égale 1, R2 égale 2, etc. Ça, j'en sais rien. Je dis juste que l'ensemble des nombres qui est ici, c'est le même que l'ensemble des nombres qui est là. Mais peut-être que R1, il vaut P-1, peut-être que R2, il vaut 5, peut-être que R3 vaut 1, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ici, les nombres qui apparaissent, à l'ordre près, c'est exactement 1, 2, etc. jusqu'à P-1. Du coup, on en déduit quoi? Eh bien, on en déduit que si on fait le produit, R1 fois R2, etc., fois P-1,
eh bien, ça revient à faire le produit 1 fois 2, etc., fois P-1. Puisque c'est exactement le même nombre, je change juste l'ordre. Donc, quitte à les remettre dans le bon ordre, ça revient exactement à calculer ce produit, qui n'est rien d'autre que factoriel P-1, le produit des nombres de 1 jusqu'à P-1. Mais par ailleurs, si je calcule ce produit autrement, qu'est-ce que c'est que ce produit? R1, alors attention, là je ne fais pas exactement le produit, je fais le produit modulo P. R1, je sais qu'il est congru à 1 fois 1 modulo P. R2, je sais qu'il est congru à 2 fois A modulo, je dis 1 fois 1, pardon, 1 fois A modulo P. R2 est congru à 2 fois A, R3 est congru à 3 fois A, etc. Rp-1 est congru à P-1 fois A. Ça, c'est la définition des RK. Donc modulo P, ce produit, est congru à ce produit. Mais qu'est-ce que je vois dans ce produit? Dans ce produit, je vois que j'ai 1, 2, 3, etc. P-1. Donc, je peux mettre ça de côté, je vais avoir factoriel P-1. Et puis après, il me reste des A. Alors, j'en ai combien des A? Ben, j'en ai autant que de facteurs. Et des facteurs, il y en a P-1. Donc, c'est ce que je fais ici. Je rassemble tous les nombres et tous les A à part. Donc, ça me fait exactement factoriel P-1 fois A puissance P-1. Donc, attention, ici, c'est une égalité. Ici, c'est une congruence. Mais maintenant, puisque ce nombre est égal à celui-là, ben je peux le remplacer ici. Et donc, j'ai que factoriel P-1 est congru à factoriel P-1 fois A puissance P-1 modulo P. Qu'est-ce que ça veut dire par définition, ça? Ça veut dire que P divise la différence. Donc, P divise cette différence. Différence que je peux factoriser par factoriel P-1. Ça fait factoriel P-1 facteur de A puissance P-1 moins 1. Et donc, je sais que P divise ce produit. Donc, si P divise ce produit, ça veut dire que P divise un des facteurs du produit, d'après le lemme d'Euclide. Mais on a prouvé il y a 15 jours, c'était l'exercice 20 du cours, que si P est un nombre premier, alors il est premier avec la factorielle de P-1. Donc, s'il est premier avec ça, il ne le divise pas. Et donc, ça veut dire qu'il divise forcément l'autre facteur. Il divise A puissance P-1, le tout moins 1. Et dire que P divise A puissance P-1 moins 1, ça veut exactement dire que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ce que j'avais annoncé. Donc voilà pour cette démonstration, qui est un petit peu longue, en plusieurs étapes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Alors, corollaire du petit théorème de Fermat, une autre version qu'on appelle aussi petit théorème de Fermat. Donc, dans la première version, c'était si A est un nombre entier quelconque et si P est un nombre premier qui ne divise pas A, alors A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Pardon. Le corollaire, ou la deuxième version du théorème de Fermat, là, j'ai plus d'hypothèse sur A et P. Enfin, je ne sais plus que P est premier avec A. Je sais juste que A est un entier et que P est un nombre premier. Alors, je peux dire que A puissance P est congru à A modulo P. Démonstration, bon, ben, si P ne divise pas A, j'applique le théorème qu'on vient de démontrer, ça me dit que j'ai cette congruence, et il suffit de multiplier les deux côtés par A, ça je sais que je peux toujours multiplier une congruence par ce que je veux, et j'obtiens exactement ce qui est annoncé ici. Maintenant, deuxième cas possible, P divise A. Alors qu'est-ce qui se passe si P divise A? Eh bien si P divise A, ça veut dire que A est congru à 0 modulo P. Mais comme P est strictement positif, je peux mettre des deux côtés puissance P. Attention, hein, si c'était un P égale 0, je ne pourrais pas mettre 0 puissance 0. Mais comme P n'est pas nul, je peux. Ça fait A puissance P ici, et ça fait 0 puissance P qui fait 0 ici. Et donc, puisque A puissance P est congru à 0, mais que A est aussi congru à 0, bah, ils sont tous les deux congrus modulo P, puisqu'ils ont le même reste qui est nul. Et donc, j'obtiens la congruence que j'avais annoncée. Donc, dans tous les cas, j'ai cette congruence. Donc ça, l'avantage, c'est qu'elle est vraie tout le temps. Je n'ai pas d'hypothèse entre A et P, du moment que P est premier. Alors attention, c'est faux si P n'est pas premier. Hein. Alors, il existe des nombres non premiers qui vérifient ça. Donc ça ne caractérise pas les nombres premiers. Hein. Tout nombre premier vérifie cette propriété. Par contre, il existe des nombres qui ne sont pas premiers et qui vérifient cette propriété. Et puis, il existe aussi des nombres qui ne sont pas premiers et qui ne la vérifient pas, évidemment. Mais tous les nombres premiers la vérifient. Alors, un petit exercice pour terminer. Démontrer que pour tout entier n, 182 divise n puissance 13 moins n. Alors,
Pour faire ça, première remarque, on ne va pas travailler directement sur 182, on va travailler sur les facteurs premiers de 182. Donc on décompose 182 en 2 fois 7 fois 13. Et on va montrer que plutôt que de montrer que 182 divise n puissance 13 moins n, on va montrer que ce nombre, n puissance 13 moins n, est divisible par 2, par 7 et par 13. Alors, pourquoi est-ce que c'est divisible par 13 ? Ça, c'est exactement le théorème de Fermat, hein. La version 2, comme 13 est premier, je sais que quel que soit l'entier n, 13 divise n puissance 13 moins n. Alors, je peux aussi l'appliquer avec 7. Je peux dire que 7 divise n puissance 7 moins n. Évidemment, ça, a priori, c'est pas très intéressant, puisque moi, c'est pas n puissance 7 moins n que je veux, mais c'est n puissance 13. Mais vous allez voir qu'en fait, ça suffit. Pourquoi ? Parce que n puissance 13 moins n, vous pouvez factoriser par n, donc ça donne n facteur de n puissance 12 moins 1. n puissance 12 moins 1, vous pouvez le voir comme une différence de 2 carrés. Hein, n puissance 12, c'est n puissance 6 au carré, et 1, c'est 1 au carré. Comme c'est une différence de 2 carrés, je peux le factoriser. N puissance 6, facteur de, n puissance 6 moins 1, pardon, facteur de n puissance 6 plus 1. Et enfin, je peux redévelopper le n qui est là sur la première parenthèse, et ça me donne n puissance 7 moins n, facteur de n puissance 6 plus 1. Donc j'ai cette factorisation par n puissance 7 moins n, et ça c'est bien, parce que je sais que 7 divise ce facteur. Et donc si 7 divise ce facteur, eh bien il divise tout multiple de ce facteur, donc il va diviser n puissance 13 moins n. Donc par transitivité de la divisibilité, 7 divise n puissance 13 moins n. Alors reste 2. Ah oui, pardon, donc j'ai fait en 2 étapes. Donc j'ai montré ici que 13 et 7 divisaient tous les deux ce nombre-là. Donc ce que je peux en déduire, c'est que le PPCM des deux divise ce truc-là. Mais comme ils sont tous les deux premiers et distincts, ils sont premiers entre eux, donc leur PPCM, c'est leur produit. Donc 7 fois 13 divise n puissance 13 moins n. Et donc il reste le facteur 2. Alors maintenant, un nombre et n'importe laquelle de ces puissances non nulles ont la même parité. Donc n puissance 13 moins n est pair, et donc il est divisible par 2. Donc j'en déduis que le PPCM de 2 et de 7 fois 13 divise n puissance 13 moins n. Mais encore une fois, 7 fois 13, pardon, c'est impair, donc c'est premier avec 2. Et donc le PPCM, c'est le produit. Donc j'en déduis que 2 fois 7 fois 13 divise n puissance 13 moins n. Mais ça, c'est exactement dire que 182 divise n puissance 13 moins n. Voilà. Des questions sur cet exemple ? Pas de questions ? Donc, dans le cours, il reste un exercice que je ne vais pas faire avec vous. Je vais vous laisser le faire tout seul. Vous avez le corrigé dans le poly. Hein. Donc, prenez un petit moment pour le faire tout seul. Puis, vous pouvez après aller regarder dans le polycopier. Il n'est pas forcément très facile, cet exercice, mais il est très intéressant. Ça fait une bonne synthèse de tout ce qu'on a vu sur le théorème de Fermat, sur les nombres premiers, sur la division euclidienne, sur les congruences. Enfin bon, c'est un bon exercice de synthèse. Donc, faites-le, c'est intéressant. Et puis, je vais vous mettre sur le site, comme d'habitude, des exercices à faire. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on fasse cours la semaine prochaine en raison des conseils de classe. Donc, peut-être que le prochain cours, ce sera que dans 15 jours, mais je vous dirai exactement. Voilà, donc pour le cours, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que sinon, il y avait des questions ? Du coup, demain, on n'a pas cours. Non, demain, il n'y a pas cours. C'est pour ça qu'on a fait cours aujourd'hui. Il n'y a pas de cours de SP demain, et le prochain cours, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et sinon, tout va bien, pas de questions par rapport à Parcoursup non plus ? Non ? Ok, bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous tiens au courant sur le... de toute façon, pour les TS3, je ne me suis pas trompé sur les TS3, on se voit mercredi pour le cours d'obligatoire. Et pour les TS1, on se reverra soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Je vous tiendrai au courant. Voilà, mais s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne semaine pour les TS1. Et puis à mercredi pour les TS3.